Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, je suis Patrick François et bienvenue sur Haïti Culture et Perspective, la chaîne qui dit du bien d'Haïti. Dans l'émission d'aujourd'hui, je vous présente un homme qui a sa place dans le siège des humanistes de la postérité. Dans l'émission d'aujourd'hui, je vous présente un ambassadeur haïtien. Dans l'émission d'aujourd'hui, je vous présente Émile Saint-Lô. Qui ne connaît point l'ONU, l'Organisation des Nations Unies? Qui n'a jamais entendu parler de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la DUDH? Un texte adopté le 10 décembre 1948 par les 58 États membres qui constituaient alors l'Assemblée générale et par la résolution 217A, alinéa 3, à Paris, en présence de la première dame des États-Unis, Eleanor Roosevelt. Un texte fondamental dont l'article 1er dit « Tous les êtres humains naissent égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. » Un texte incontournable de protection fondamentale de l'être humain et de sa dignité dont l'article 5 stipule « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. » Un texte humain dont l'article 9 dit « Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé. » Un texte de 30 articles fondamentalement intelligibles dans lequel les législateurs ont pensé avant tout à l'homme dans sa dignité. Même si l'exécutif des nations n'a pas toujours été à la hauteur du texte. Chaque homme devrait le lire afin de comprendre ce qui lui manque en tant qu'homme et ce qui manque à son peuple en tant que peuple. Oui, vous avez tous entendu parler de ce texte, j'en suis sûr. Ce que vous ignorez peut-être, c'est le rôle qu'a joué le sénateur Émile Saint-Lô, ambassadeur à l'ONU pour Haïti, dans sa conception, sa rédaction et sa ratification. Et cet homme envoyé représenter Haïti à l'ONU, cet ambassadeur convaincu de l'utilité de l'homme, cet être dont on ne parle presque jamais, il s'appelait Émile Saint-Lô. Qui était-il, me diriez-vous? Si je décide aujourd'hui de vous parler d'Émile Saint-Lô, c'est pour nous rappeler au bon souvenir de la fonction. Émile Saint-Lô est né le 11 septembre 1904 dans le quartier du Bel-Air, à Port-au-Prince. L'homme grandit sous l'occupation américaine et est marqué par cette vie anti-souveraine. Cela forge sa conscience et le pousse à s'intéresser à la politique. Il cherche surtout la justice, qu'il ne trouve pas dans sa vie de tous les jours. Et dans ce contexte d'avilissement du peuple haïtien, il est convaincu qu'il doit faire du droit. Il fréquente le collège Saint-Louis de Gonzague. Il fait des études de droit à la faculté de droit, dont il devient plus tard le doyen. En même temps, il fait des études à l'école centrale d'agriculture. Il devient un producteur de sisal qu'il exporte avec d'autres produits sur le marché international. Il devient journaliste et très jeune, il est déjà défenseur des droits de l'éducation et protecteur des droits de l'homme. Cette question des droits de l'homme l'obnubule. À noter que la notion droit de l'homme conduit à l'idée
de l'homme en tant qu'être humain, homme et femme. Il fera du droit son cheval de bataille en tant que journaliste, professeur de droit et juge en chef du tribunal civil. C'est au nom de cette obsession qu'il fera de la politique. Il intègre le Parti populaire national et devient sous-chef du cabinet particulier du président Louis-Eugène Roy. Émile Saint-Lô n'a alors que 26 ans. Plus tard, il sera élu sénateur du département de l'Ouest le 19 juin 1946. C'est là qu'il jouera son premier grand rôle politique, en tant que signataire de la Constitution de 1946. Après un bref passage dans le gouvernement de Dumarsais estimé comme ministre haïtien du Travail, de l'Éducation et de la Santé publique, il est nommé ambassadeur à l'ONU pour Haïti. Volonté d'éloigner un homme compétent du pouvoir ou celle d'avoir à l'international l'un des meilleurs éléments de la classe politique haïtienne? On ne le saura jamais. Toujours est-il que l'homme part pour New York en 1948 avec la ferme intention de bien représenter son pays. Lorsqu'il arrive à l'ONU, Émile Saint-Lô peut se vanter d'avoir réussi avec brio la rédaction d'une constitution nationale, celle du 22 novembre 1946 en Haïti. Cette constitution est la plus aboutie sans doute dans l'histoire du pays. Elle proclame un pouvoir démocratique dans la foulée de la chute du président Élie Lescaut et le vent nouveau qui a soufflé sur le pays. Surtout, les débats ont été houleux par rapport à la remise en question de la position hégémonique de l'Église catholique par rapport aux autres religions du pays. Lors de ces débats, Émile Saint-Lô, qui veut insérer une part de laïcité dans la nouvelle constitution, comme d'ailleurs une partie de ses constituants, est particulièrement virulent par rapport à ce pouvoir privilégié, quasiment monopolistique de l'Église catholique. Il dénonce le concordat de 1860 qui a donné cette superpuissance à l'Église catholique et sa prédominance sur l'État haïtien. Mais en bon démocrate, le sénateur Saint-Lô est convaincu qu'il faille passer par un processus de constitutionnalisation du principe de la neutralité de l'État en matière culturelle et religieuse. Aidé du parlementaire Étienne Charlier, qui partage ses vues, le sénateur Saint-Lô donne sa voix. Ainsi, lors de la séance du 6 septembre 1946 de l'Assemblée constituante, le sénateur Saint-Lô souligne le rôle doctrinaire des catholiques dans le maintien de l'esclavage. Pourtant, en dépit des efforts de certains, dont Saint-Lô, si le pouvoir de l'État s'en trouve augmenté, la laïcité ne passe pas et le concordat de 1860 est sauvé. L'Église catholique garde ses privilèges. Mais le sénateur Saint-Lô vient de faire ses preuves en tant que parlementaire soucieux des questions sociétales. Il se montre comme un négociateur virulent. C'est donc en tant qu'expert qu'il est appelé à participer à l'élaboration du texte devant déboucher sur la Déclaration universelle des droits de l'homme qui sera promulguée le 10 décembre 1948. En effet, il est choisi pour faire partie des 12 membres de la commission chargée de rédiger le texte. Il faut 83 séances pour la préparation du document en 30 articles. En 1948, Émile Saint-Lô est le premier ambassadeur de son pays à l'ONU. Il prend très au sérieux son rôle de rapporteur de la 3e commission chargée de la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il voit en ce texte l'occasion de libérer les peuples de leurs jougs respectifs et d'émanciper l'homme dans un système international apaisé. Il pense que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes doit passer par un système normatif robuste, susceptible de protéger chaque individu à l'intérieur de son propre État ou de son propre territoire. Pour lui,
la Déclaration universelle des droits de l'homme est un premier pas vers un grand mouvement de décolonisation et de libération des peuples. Le mandat de Saint-Lô se déroule dans un contexte où l'ONU soumet au vote l'indépendance des pays, celle d'Israël ou encore celle de la Libye. Ce pays attire particulièrement son attention. Quelle est alors la situation de la Libye? Après la Deuxième Guerre mondiale, lors de la conférence de Potsdam du 17 juillet au 2 août 1945, conférence par laquelle les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale scellent le sort des perdants, les puissances alliées conviennent de régler ultérieurement le cas des possessions pré-fascistes de l'Italie. C'est dans ce cadre qu'en 1949, un plan de partage est soumis au vote. Il s'agit du plan Bevins-Forza. Ce plan prévoit le partage des colonies pré-fascistes de l'Italie en 3 régions distinctes. La Tripolitaine, le Cyrénaïque et le Fezzan, sous tutelle de 3 pays différents, la Grande-Bretagne, l'Italie et la France. Convaincu du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, l'ambassadeur haïtien vote contre le plan. Et ce, en dépit des instructions du président haïtien Dumarsais estimé, qui voulait suivre l'avis des Occidentaux sur la question. Pas question, dit l'ambassadeur qui désapprouve son président en s'opposant à la partition de la Libye. Car l'ambassadeur a des convictions. Il voit dans le plan Bevins-Forza une tactique de prédation coloniale qu'il rejette vigoureusement. Les puissances colonialistes sont consternées, mais rien n'y fait. Le plan ne passe pas. Au vote final, le projet anglo-italien n'a recueilli que 14 voix contre 37 et 7 abstentions. Le plan est finalement rejeté par l'ONU le 17 mai 1949. Une proclamation d'indépendance de fait de la Cyrénaïque pousse l'ONU à se prononcer le 21 novembre 1949 en faveur d'un État indépendant. Un nouveau pays qui inclut les 3 provinces, la Tripolitaine, le Cyrénaïque et le Fezzan. Une indépendance prévue pour le 1er janvier 1952. Non seulement l'ambassadeur haïtien accorde son soutien à ce pays, mais il fait campagne pour influencer les autres à voter dans le même sens. La résolution est adoptée par 48 voix contre 1 et 9 abstentions. Le 24 décembre 1951, la Libye devient le premier pays africain à accéder à l'indépendance. Elle devient une monarchie fédérale dont le souverain est Idriss Ier. À la suite des élections législatives, Mohamed Muntasser devient le chef du gouvernement de la nouvelle nation libyenne. Quelques années plus tard, le pays découvre d'importantes ressources pétrolières et débute ses premières années sur une manne. En 1957, 6 ans après, Émile Saint-Lô présente un discours pour l'indépendance de la Libye. C'est alors qu'il dit ces mots pour la postérité. Malgré les difficultés futures pour Haïti, la Libye et le monde, le temps est sombre, mais l'esprit brille. Enfin, il apportera également son soutien à l'indépendance de la Somalie. Comme on vient de le voir, on ne s'improvise pas humaniste. On l'est dans chaque respiration. Émile Saint-Lô s'est battu contre les abus de l'Église, en faveur de la dignité humaine et en faveur du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Cette constance ne peut être que le fruit d'une conviction profonde et d'une foi en l'humain. Après sa carrière d'ambassadeur, Émile Saint-Lô revient faire de la politique en Haïti. Il est ministre de la Justice et du Travail du 12 mai au 19 août 1950. Puis, il devient président du Sénat de 1957 à 1959. Il participe de 1956 à 1959 aux différents congrès internationaux des écrivains et artistes noirs. Il meurt le 17 août 1976 à New York. Il avait presque 72 ans. Quelle est la place de l'ambassadeur Saint-Lô
dans l'histoire de l'humanité. Est-il dans nos têtes? Aujourd'hui, les écoles portent son nom en Haïti. C'est le cas par exemple de l'institution de formation Émile Saint-Lô, une école située sur la rue Jean-Jacques Dessalines à Port-au-Prince. Aussi, une rue de Tripoli, capitale libyenne, porte le nom Haiti Street, en hommage à l'ambassadeur Émile Saint-Lô. On se souvient aussi de lui à l'ONU. Une vidéo d'hommage lui est consacrée depuis 2018, à l'occasion des 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. En Haïti aussi, on a pensé à Émile Saint-Lô. En effet, pour honorer sa mémoire, le gouvernement d'Haïti, le Parlement, l'Office de la protection du citoyen OPC, la société civile et les partenaires internationaux ont réalisé, le 10 décembre 2018, une cérémonie d'hommage en sa faveur. Sur Haïti Culture et Perspective, nous voulons montrer à toute la jeunesse haïtienne qui arrive, à ceux qui étudient, à ceux qui visent à servir leur pays, ceux qui sont bloqués dans les quartiers en attendant que le temps des balles passe. À tout cela, on dit qu'il est possible de bien faire, qu'il fut un temps où Haïti possédait des hommes politiques compétents. Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée à cet homme qui n'a pas pensé qu'à lui et à ses petits intérêts personnels. J'espère que vous avez appris quelque chose. N'oubliez pas de continuer à vous abonner à cette chaîne. C'est gratuit pour vous, alors que pour moi, c'est très important pour que je puisse continuer à fonctionner sur YouTube. Et n'oubliez pas que jamais Francis Fukuyama n'a parlé de la fin de la culture.